Merci tout le monde d'être là. Écoutez, l'analyse d'affaires dans SAFE, c'est un sujet que j'entends ma foi très souvent parler, étant beaucoup actif dans le domaine de SAFE dans les dernières années, l'agilité à l'échelle en général. J'ai un rôle d'analyste fonctionnel, j'ai un rôle de Scrum Master et un rôle de Release Train Engineer dans SAFE. Donc, j'ai quand même bien grandi avec ça dans les dernières années. Mais j'ai aussi un background d'analyse d'affaires que je me suis dit, pourquoi pas mettre les deux ensemble et essayer de répondre à la question qui donne des cauchemars à quelques analystes d'affaires quand ils apprennent que leur organisation va faire la transformation vers l'agilité à l'échelle et d'essayer de vous donner une réponse. Donc, je suis allé avec mon titre, l'analyse d'affaires dans SAFE, où, quand, avec qui et pourquoi. Ça a l'air que c'est un titre qui est un petit peu clickbait aussi parce que ça a attiré plein de monde, mais j'espère que vous allez en avoir pour votre argent et qu'on va vraiment répondre à ces 4 questions-là d'ici la fin de la présentation. Vous allez voir, on va faire un détour pour se rendre jusqu'à ces 4 questions-là parce que, comme vous avez des analyses d'affaires, vous devez le savoir aussi, il faut bien identifier de quoi on parle pour qu'on parle la même chose pour se comprendre à la fin. Donc, je vais vous amener au travers de l'analyse d'affaires, au travers de SAFE, pour après ça être capable de vous expliquer justement c'est quoi le rôle de l'analyse d'affaires dans SAFE. À propos de moi, je me présente Jérémy Guay, je suis l'ancien président de l'IBA Région de Québec. Comme Jacques l'a mentionné, j'ai été avant ça impliqué dans l'organisation de l'IBA Région de Québec pendant quelques années, organisé des colloques, des conférences mensuelles, participé au groupe d'études justement que je ne peux pas recommander assez, tellement une belle expérience et tellement la meilleure manière d'être capable de se motiver en groupe à lire un livre comme le Baboc. Pas que le Baboc n'est pas intéressant, mais c'est sûr que ce n'est pas une lecture de chevet que tu lis le soir avant de t'endormir. Il faut quand même mettre un petit peu d'effort. Puis ce groupe d'études-là, moi, j'ai trouvé que ça m'a vraiment beaucoup aidé à passer au travers de ça. Il y a maintenant 5-6 ans quand j'ai fait la certification RCBA. Autre que ça, j'ai des certifications CAPM, Release Train Engineer, POPM, qui veut dire Project Owner, Project Manager, mais je vais y revenir un petit peu plus tard, et Scrum Agile, c'est les formations de base de SAFE, les 3 dernières. Et actuellement, je suis un Release Train Engineer chargé de programme agile parce que je n'ai pas exactement un train, j'ai un rôle qui ressemble plus à un coach, mais en même temps avec des responsabilités de chargé de programme. Et c'est pour ça que je mets les 2 titres. Je travaille pour Bell Canada où je travaille dans l'équipe d'Internet des objets où on développe des nouvelles solutions d'affaires pour le marché des entreprises. Et maintenant, je pense que je peux dire que je suis un conférencier. C'est ma 3e conférence professionnelle que je donne dans la dernière année. D'ailleurs, vous allez voir plus loin dans mes présentations. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'origine de l'analyse d'affaires ou les opportunités de développement de carrière en tant qu'analyste d'affaires, c'est des sujets de mes 2 autres conférences que je vais vous inviter à aller voir. On va pouvoir vous envoyer des liens après la présentation aussi. L'hypothèse de la présentation d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas aussi simple que de dire l'analyse d'affaires, il est là, puis c'est réglé. On a une présentation d'1 heure, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de niveaux de complexité qu'on va essayer d'adresser aujourd'hui par rapport à ça. Et comme je vous disais, l'idée a vraiment beaucoup évolué de la première conférence que j'ai donnée au colloque de l'IBA Région de Québec l'année dernière, évoluer votre rôle d'analyse d'affaires. C'est une conférence que vous pouvez aller voir sur YouTube si vous voulez. Et qui est aussi mélangé avec le vidéo de résumé finalement que j'ai fait quand l'IBA m'ont demandé d'être un analyste d'affaires observé en 2022 où je parlais que l'analyse d'affaires va vraiment plus loin que le titre d'analyse d'affaires. C'est beaucoup ça que je vais essayer de vous faire réaliser aujourd'hui, que nos compétences en tant qu'analyste d'affaires, même si on n'est pas un analyste, vous n'en serez pas pour le moins pénalisé dans SAFE ou quoi que ce soit, parce que c'est ce que les gens vont rechercher, les compétences diverses que vous avez. Donc, les objectifs que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est d'expliquer la philosophie de SAFE et présenter comment l'analyse d'affaires s'intègre à SAFE. Donc, c'est les 2 gros objectifs que je vais essayer d'adresser. Puis, j'espère être capable de l'adresser avec vous. Vous en serez les meilleurs juges à la fin. Comment qu'on va faire pour se rendre là? En quelques étapes, on va définir c'est quoi l'analyse d'affaires. On va définir après ça les bases et le vocabulaire de SAFE parce que sinon, on ne sera pas capable d'avoir une conversation qu'on est capable de comprendre. Et où, quand, avec qui et pourquoi l'analyse d'affaires dans SAFE pour répondre à la question à la fin.
Je ne veux pas rentrer très, très, très creux autant que je l'ai fait dans mes autres présentations aujourd'hui. Je veux sauter dans le vif du sujet qui est ici. Donc, si vous voulez comprendre le lien entre ces deux images-là, vous allez voir ma première conférence sur YouTube. Et juste pour mettre en contexte, l'analyse d'affaires est vraiment documentée par deux grandes associations, IBA, l'International Institute of Business Analysis, qui considèrent vraiment les analystes d'affaires comme des leaders du changement, les responsables de la valeur, tandis que pour le PMI, qui ont sorti en 2015 un volet sur l'analyse d'affaires pour supporter leur autre éventail de certifications qui sont plus reliées à la gestion de projet. Mais pour eux, l'analyse d'affaires, c'est vraiment juste un élicitateur de besoins. Donc, c'est un des intervenants dans le projet parce que le maître du spectacle, c'est le chargé de projet dans le PMI. Donc, nous, on est à l'IBA ce soir. J'ai été président de l'IBA et je suis certifié IBA, donc on va prendre la définition de l'IBA. La définition d'une analyse d'affaires pour l'IBA, c'est quoi? C'est la pratique consistant à favoriser le changement dans une entreprise en définissant les besoins et en recommandant des solutions qui offrent une valeur aux parties prenantes. Les systèmes en gras, vous allez les revoir plus loin, mais c'est très large parce que vous pouvez, même si vous n'êtes pas un analyste d'affaires, vous reconnaître dans cette définition-là et c'est très voulu. Parce que pour l'IBA, l'analyse d'affaires, c'est une personne qui réalise des tâches d'analyse d'affaires décrites dans le BABOC, quel que soit son titre ou son rôle dans l'organisation. Et ça, j'espère que ça vous allume une cloche parce que c'est pas parce qu'on n'a pas un titre d'analyse d'affaires qu'on ne fait pas de l'analyse d'affaires. Et dans les derniers mois, sur le site de l'IBA, il y avait une conférence, c'était Jared, justement, Jared Garay, qui est un représentant de l'IBA, qui a donné la conférence au mois de mars, qui donnait l'exemple que les infirmières peuvent souvent avoir des responsabilités d'analyse d'affaires dans leurs équipes s'ils sont en train d'évoluer leur manière de faire, leur processus et de revoir comment est-ce qu'ils travaillent ensemble. C'est de l'analyse d'affaires et on est là pour supporter toutes les personnes qui font de l'analyse d'affaires. On parlait du BABOC, bien, ça, c'est des grands domaines de connaissances et les notions de base de l'analyse d'affaires. Je ne rentrerai pas dans le détail avec ça aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à prendre les formations ou à lire le BABOC, tout simplement. Très intéressant comme lecture. J'amène quand même sur c'est quoi les aptitudes les plus recherchées sur les analyses d'affaires. Et ça vient du sondage annuel que l'IBA fait à chaque année auprès des analystes d'affaires au travers de la planète, parce que l'IBA, c'est mondial. Les aptitudes de communication, être capable de réfléchir de manière créative, être organisé, puis de leadership, c'est vraiment ce qui sort en haut au niveau des aptitudes recherchées. Et vous allez voir à quel point ça va nous être utile quand on va parler de SAFE dans quelques secondes. Pour moi, la meilleure manière de décrire une analyse d'affaires, c'est un traducteur. C'est la personne qui va faire la traduction entre le volet IT et les parties prenantes. Mais ça va être aussi la personne qui va être capable de parler le langage affaires, business, TI, le langage de l'utilisateur. Cette notion d'être capable de parler à la personne avec qui elle va parler, à son stakeholder, dans la langue qu'elle comprend, c'est ce qui fait de l'analyse d'affaires une personne si intéressante dans pas juste l'agilité à l'échelle, mais dans toutes les organisations. C'est très important d'avoir un guide. On a juste à penser, quand on parle avec nos amis français, ben, c'est très facile. Quand on est québécois et on entend un français parler, ben, ça nous prend souvent une charte pour comprendre. Ben, ça, c'est juste un petit résumé des plus grands synonymes qui sont à comprendre. Mais il y en a des plus compliqués que ça qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, voilà, c'est fait pour l'analyse d'affaires. C'est pas si fait. La deuxième partie va être un petit peu plus longue. On va commencer, pour parler de SAFE, de parler un petit peu d'agilité. C'est plus que juste des concours d'agilité. L'agilité, c'est vraiment une pratique qui prend de plus en plus d'ampleur depuis sa fondation dans 2001, la signature du manifeste agile, si je ne me trompe pas. En 2020, c'était 72% des analystes d'affaires au monde qui disent travailler dans des projets en agilité. Ce n'est pas 2-3 personnes. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes capables de dire que c'est vraiment le cas, que vous travaillez dans des projets agiles et ou aller vers l'agilité à l'échelle. Qu'est-ce que c'est que l'agilité? C'est pas juste utiliser Jira. Okay? L'agilité, c'est un mindset, c'est une manière de voir les choses qui n'est pas aussi rigide. Donc, au lieu de se dire maintenant, qu'est-ce que je veux être dans 3 ans, puis je fais mon plan, puis je le tiens à la lettre, c'est plus d'avoir une idée de l'objectif qu'on veut atteindre et de tout le temps se remettre en question. Est-ce que c'est la bonne manière que je fais pour me rendre?
Donc, c'est de voir la vue systémique, si on veut, de tout ce qui englobe notre solution, c'est de comprendre les besoins qu'on a, mais aussi de se mettre dans le point de vue de l'utilisateur. On ne veut pas juste sortir le dernier gadget qui ne sert pas à personne, on veut être capable de répondre à leurs besoins. Donc, c'est ce genre de mindset-là qui est super intéressant. Puis, c'est ça qu'on va chercher avec la certification d'analyse d'affaires agile de l'IBA. Ça, c'est une image qui vient justement du site de l'IBA qui présente c'est quoi leur volet d'analyse d'affaires en agilité. Donc, comme je vous disais, c'est plus que juste Jira, c'est un mindset. Donc, on entend souvent, on fait de l'agilité, on fait de l'agilité, on fait de l'agilité. Et c'est un petit peu frustrant d'entendre ça parce que l'agilité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on vit ou c'est une manière d'être. On est agile. Quand on dit on fait de l'agilité, c'est probablement un bon signe que vous n'êtes pas vraiment agile. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'agilité à l'échelle, de Scale Agile en anglais? C'est que de loin, parmi tous les frameworks qui existent d'agilité à l'échelle, SAFe est le plus populaire, 37%, fait qu'on s'approche de la majorité des entreprises qui implantent l'agilité à l'échelle qui utilisent SAFe. Ensuite, Scrum of Scrum et les autres qui sont un petit peu plus bas. Il y en a beaucoup quand même au travers de ceux qui ont leur propre système interne d'agilité à l'échelle. Donc, c'est pour ça que les numéros les chiffres sont assez bas sur un total de 100% des organisations qui utilisent l'agilité à l'échelle. Mais vous comprenez que beaucoup aussi s'inspirent de SAFe pour aller plus loin. C'est un petit peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Comment est-ce que la livraison de valeur se traduit dans SAFe versus une gestion de projet waterfall traditionnel? Donc, on va faire une livraison à cascade. Mais dans un projet traditionnel, c'est peut-être de moins en moins le cas maintenant, vu que tout le monde travaille en agilité ou presque. On faisait un plan pendant 2 ans, puis après ça, 3 ans après, on livrait la valeur après 3 ans de développement, puis on espère que ça ne plante pas, puis qu'on vient de créer Phoenix. Donc, la livraison de valeur, au lieu de passer à tous les 3 ans, on veut passer dans un mode agile où on va livrer plus souvent. Donc, le mode agile nous amenait à faire des itérations plus courtes, livrer en production, aller chercher le gain de valeur rapidement et itérer là-dessus, le concept des itérations en agilité. Mais l'agilité à l'échelle nous amène un petit peu plus loin. Il n'y a pas vraiment de logo pour l'agilité à l'échelle. J'ai utilisé une échelle. Et là, on essaie de livrer vraiment plus rapidement. J'ai mis 3 heures. Il y en a des puristes du DevOps qui vont être capables de dire non, c'est pas 3 heures, c'est trop 3 minutes, il faut que tu pousses en production. Il y a d'autres manières de voir ça. Je vous dirais que si vous êtes capable de pousser en production même aux 3 jours, vous êtes probablement très bien parti dans votre habitude de livraison de valeur rapide et fréquente. On va voir pourquoi dans quelques secondes, c'est important. Quand on parlait de l'agilité, les gestions de projets waterfall, c'était vraiment des projets. En agilité, on peut parler de projets ou de produits. Et quand on parle de l'agilité à l'échelle, bien entendu, on parle de la gestion de produits. La nuance est quand même importante à comprendre parce qu'au lieu de faire un projet qu'on travaille pendant un certain bout de temps, on livre, puis on ne touche plus. La gestion de produits, c'est tu développes une solution, un produit que tu vends à un client et tu continues à maintenir ce produit-là dans le temps avec une équipe dédiée. Le concept en anglais du « you build it, you run it », tu le construis, tu t'en occupes. Donc, on ne veut pas des gens qui le produisent tout croche, qui le poussent à une équipe de soutien et eux autres sont pognés pour gérer des problèmes à longueur de journée. Tu construis ta solution, tu t'occupes de la faire rouler. Donc, si tu as produit quelque chose qui va planter à tous les jours, c'est toi qui le règles à tous les jours. Tu as un petit intérêt à le produire comme il faut du premier. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? L'analyse d'affaires là-dedans, en gestion de projet classique, je pense que ça est assez clair qu'il y en a un. En gestion de projet agile, on le sait qui est là. Gestion de produit, c'est là que ça devient un peu plus flou. Mais en agilité à l'échelle, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une analyse d'affaires avec tous les autres rôles? C'est ça qu'on va faire. La gestion de produit, comme vous pouvez voir ici, un produit durant un cycle de vie peut utiliser des projets pour se propulser. Mais essentiellement, ce qu'on veut, c'est continuer toujours à y donner un petit peu de souffle. Donc, si on continue à livrer de la valeur sur notre produit, c'est toute la zone en bleu, finalement, qu'on va chercher en valeur. Tandis que si on fait juste faire des projets puis qu'on fait un autre projet quelques années après, vous voyez la différence sur la valeur qu'on livre à nos clients à la fin. C'est une différence assez significative quand on est dans une industrie qui a tendance à être coude à coude avec les autres concurrents. On veut aller maximiser notre valeur. C'est comme ça en général qu'on le fait.
Je mets le logo des technologies d'information de l'Université Laval là parce que c'est quand j'étais à l'université que j'ai fait ces images-là, je leur rends acquis le droit d'auteur sur celle-là. Pour ce qui est de SAFE, on va commencer dès maintenant à jouer à un petit jeu qui va revenir souvent ce soir. Guess the acronym. En technologie, on est très bon pour ça, les fameux TLA, les Three-Letter Acronyms. SAFE ne fait pas exception. On va passer ensemble au travers plusieurs, puis je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu c'est quoi les différents acronymes et leur définition, pas juste l'acronyme. On va commencer avec le Scale Agile Framework pour SAFE. Vous comprenez aussi que ça amène des acronymes plusieurs options intéressantes. Ce n'est pas tout le monde qui est fan de SAFE, je vais vous le dire tout de suite. C'est le plus populaire dans les skills agile. Ce n'est pas tout le monde qui est fan de SAFE, ce n'est pas tout le monde qui est fan de l'agilité à l'échelle, ce n'est pas tout le monde qui est fan de l'agilité tout court. Puis ça va l'air que ce n'est pas tout le monde qui est fan de travailler, mais ça, c'est un autre problème. Donc, vous allez aussi trouver des acronymes comme le Stupid Agile Framework que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant dans mes lectures que je tenais à vous partager. Quand je vous dis que ce n'est pas simple, l'agilité et l'agilité à l'échelle, c'est qu'il y a beaucoup d'options. Ça, c'est Deloitte qui, depuis quelques années, font une espèce de paysage de l'écosystème agile, si je peux appeler ça comme ça, qui inclut de la management à l'agilité à l'échelle. Donc, SAFE étant la grosse ligne bleue qu'on voit ici. Le PMI avec son Discipline Agile Delivery, la ligne ici. Le bleu au milieu, c'est le Scrum. On a plein de trucs qui s'entrecroisent. Puis vous voyez que la plupart des méthodologies réutilisent les meilleurs coups des autres. Puis c'est pas mauvais. C'est ça qu'on va voir. Comment est-ce que SAFE est structuré aujourd'hui, puis pourquoi est-ce que c'est intéressant à comprendre. Puis après ça, on a dans le coin en haut à droite le management 3.0 pour tous les managers qui ne considèrent pas leurs développeurs comme des machines. Et ça, c'est comme des belles méthodologies aussi intéressantes à regarder. On va rentrer un peu plus dans la définition de SAFE maintenant. SAFE intègre la puissance de Lean, de l'agilité et du DevOps, le lien avec le gros spaghetti d'avant, dans un système d'exploitation complet qui aide les entreprises à prospérer à l'ère du numérique en fournissant des produits et des services innovants plus rapidement, de manière plus prévisible et avec une meilleure qualité. Ça, c'est la définition que SAFE se donne. Le volet prévisible, j'aurais dû le mettre entre parenthèses. Quand tu es mature dans SAFE, ça va bien parce que tu as une vélocité, tu es capable de le calculer. Quand tu commences dans SAFE, c'est peut-être ça un petit peu qui est difficile de vendre à ton boss, de « Oh oui, donne-moi le budget, puis je vais t'en faire beaucoup, mais je ne suis pas capable de te dire quoi. » Fait que le volet prévisible, on peut peut-être passer quand on commence, mais à long terme, c'est vrai qu'on est capable d'être très prévisible, mais surtout très agile dans nos planifications. Et SAFE, vous pouvez voir le petit napperon de SAFE ici. SAFE, comme le Ashton, vient en plusieurs formats. La mini, la petite, la moyenne et la familiale. Vous comprendrez que ce n'est pas des vrais titres, mais l'important, c'est de comprendre que le framework SAFE est modulable lui-même. Donc, vous pouvez scaler l'agilité à l'échelle selon vos besoins. Aujourd'hui, nous autres, on va se concentrer beaucoup plus sur la version essentielle. Et pourquoi? C'est que je vais vous présenter surtout le niveau programme, donc qui inclut la gestion du programme et le volet équipe, les nuances, les interactions. Ensuite, si vous voulez ajouter le niveau solution, le niveau portefeuille, juste le niveau portefeuille, vous pouvez jouer avec les compositions que vous allez chercher. On va quand même commencer par les bases de SAFE. Donc, ce n'est même pas niveau programme, niveau équipe. On va vraiment parler de la zone en gris en bas, où on refait référence à House of Lean, le manifeste agile et le DevOps. Je ne veux pas rentrer dans un cours sur le Lean ou un cours sur l'agilité ou le DevOps aujourd'hui, mais juste vous faire comprendre que SAFE, c'est vraiment inspiré des meilleures pratiques. Lean, essentiellement, ce que ça veut faire, c'est optimiser ton temps de livraison. Pour moi, ce que je trouve un petit peu qui manque dans le Lean, c'est qu'on va t'amener à livrer super rapidement quelque chose, mais la chose que tu vas livrer rapidement, on ne se pose pas vraiment la question, est-ce que c'est la chose qui a de la valeur? En tant qu'analyse d'affaires, je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça. C'est peut-être là que ça manque un petit peu d'intérêt ou de... C'est pour ça que ce n'est pas le seul framework qu'on utilise. On l'utilise en complément à d'autres choses, souvent dans nos manières d'optimiser nos processus. Et pour ça, c'est excellent. Quand on le mélange avec le manifeste agile ou qu'on veut faire
plus court, se concentrer sur le point de vue du client, se concentrer sur les humains aussi un peu plus que de les considérer comme des ordinateurs. Ça, en général, c'est assez payant, surtout quand on est en pénurie de main-d'œuvre comme maintenant en TI, puis que tu essaies de faire de la rétention de tes employés. Quand tu ne les traites pas comme des machines, en général, ils restent plus longtemps. Avoir des solutions qui fonctionnent au lieu d'avoir de la documentation qui dit que ça va fonctionner. Quand on fait une démo, il y a une seule compagnie au monde qui devrait pouvoir faire une démo avec PowerPoint, puis c'est Microsoft, parce que c'est eux autres qui développent PowerPoint. J'aime beaucoup cette analogie-là, mais fais pas ta démonstration de ce qui va marcher dans PowerPoint. Montre-moi ce qui marche maintenant, sinon tu ne me l'as pas livré. Ensuite, la collaboration avec le client, très important, être capable de s'ajuster aux changements. Dans les dernières années, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont changé, mais ce qui paraît en 2020, il y a eu un petit changement en mars, là, tout le monde en télétravail d'un coup, bien, ceux qui n'étaient pas habitués de changer de direction ont peut-être eu un petit peu plus de difficulté à s'adapter. Ensuite, on a le DevOps. Le DevOps, c'est une mentalité de développement, comme je vous disais, qui joint le volet développement et le volet opération. DevOps, le Build It, You Run It. Ça, c'est le cycle qu'on est habitué de voir. Safe, si vous allez lire la documentation, utilise un autre cycle de continuous exploration, continuous integration, continuous deployment and release on demand. Ce que ça veut dire, c'est je suis tout le temps en train de regarder qu'est-ce que je pourrais faire, je suis en train de regarder comment je l'intègre à ma solution, je le déploie et après ça, je suis capable de le rendre disponible quand mon client en a besoin. Je ne rentrerai pas dans les détails du DevOps aujourd'hui parce que je ne suis probablement pas la bonne personne pour vous l'expliquer, puis on n'aura pas le temps, mais sachez que c'est ces trois piliers-là qui forment la base de Safe. Et c'est pour ça probablement que ça a beaucoup d'adeptes. Parce que chacune de ces trois sphères-là, elle est en soi, mis ensemble, je trouve que ça va chercher vraiment une belle collaboration au niveau de ces principes. Safe est construit autour de 4 valeurs fondamentales. L'alignement, qui permet à ces équipes de travailler sur la même chose dans la même direction. C'est un petit peu le but des PI planning aussi, de prendre une pause et de se donner un objectif commun sur lequel on va travailler. Donc, au lieu d'avoir plein de pattes qui vont dans différentes directions, on travaille sur des objectifs communs. Ça a l'air niaiseux, mais c'est parfois pas simple de s'aligner, donc très important là-dedans. Ensuite, le building quality, c'est on veut livrer de la qualité et non pas juste livrer une solution. Si tu ne livres pas quelque chose de qualité, il va falloir que tu reviennes plus tard. Fait qu'au final, tu n'es pas gagnant de ne pas livrer quelque chose qui fonctionne. Tu vas avoir plus de bugs, tu vas avoir plus de demandes de support, puis après ça, il va falloir que tu le fasses de toute façon. Construis-le comme il faut du premier coup et assure-toi de ne pas le briser une fois qu'il est en production. C'est la philosophie de Safe. La transparence, on veut rendre les informations le plus accessibles possible à tout le monde. On ne veut pas jouer de cachette avec Safe et ça remonte un petit peu l'importance que prennent les humains dans une méthodologie comme celle-là où que finalement, les développeurs, les analystes, les PO, peu importe, qui travaillent dans les équipes, ce n'est pas juste des gens qui sont là pour travailler, c'est des êtres humains. Il faut prendre en considération qu'ils veulent comprendre où est-ce qu'on s'en va, puis ils ont besoin, eux aussi, d'avoir le big picture sur ton travail. Donc, la transparence est super importante sur la direction qu'on prend en tant qu'organisation. Et l'exécution, bien, toutes les notions d'alignement sur comment est-ce qu'on va exécuter sur l'alignement qu'on a défini ensemble, mais ça, c'est les PI planning et toutes les autres choses qu'on va parler dans quelques minutes. Safe a 10 principes fondamentaux. Je ne veux pas passer au travers des 10 avec vous, on n'aura pas le temps. Mais un des trucs très importants, le deuxième point ici, avoir une pensée systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire être conscient qu'à chaque fois qu'on touche à quelque chose, qu'on impacte quelque chose dans notre solution, on change un bouton, la couleur d'un bouton, il va y avoir des impacts. Si c'est juste la couleur d'un bouton, l'impact va peut-être être juste sur notre utilisateur. Est-ce qu'on a pensé aux gens qui ont de la misère à voir les couleurs, puis là, on vient de leur créer un problème? Il faut toujours avoir ce genre de pensée-là, mais plus qu'on va creux, si on change une base de données, tous les autres impacts à planifier, les analyses à faire, on a par défaut, je pense, l'habitude de voir ces impacts-là. Donc, on est des pions très importants dans ces transformations-là ou dans Safe pour être capable d'identifier ça et de gérer les changements de manière un peu plus efficace. On va souvent parler aussi des architectes, mais ils vont prendre un rôle un peu plus leader dans ces transformations-là de ce genre-là. On va parler de livrer incrementally fast, ça veut dire des petits morceaux rapidement pour être capable de
valider la valeur qu'on livre et on veut motiver les gens à travailler. Bref, toutes ces notions-là, je vous invite à aller lire sur Safe, c'est super intéressant. Je vais vous envoyer d'ailleurs plein de références sur les lectures suite à la conférence que vous allez pouvoir aller consulter. La bonne nouvelle avec Safe, c'est qu'il y a un glossaire qui fait la traduction de français à anglais, comme IEBA, Région de Québec et Région de Montréal avait développé il y a plusieurs années pour le BABOC avant que ça devienne accessible en français. Safe n'est pas accessible en français, malheureusement, c'est seulement en anglais, mais au moins avec cette outil de traduction-là, j'ai pu vous faire une traduction qui était un peu plus formelle de certains termes. Donc, on va passer rapidement au travers de quelques-uns d'entre eux. Et avec le retour de notre fameux jeu Guess the Acronym. PO, je pense que c'est assez simple pour la plupart d'entre vous, donc le Product Owner. Product Owner, ou en français le responsable de produit, c'est un membre de l'équipe agile, Agile Team, responsable de la définition des stories et de la priorisation du Team Backlog. Vous allez voir que Safe réutilise les termes anglophones histoire d'homogénéiser les définitions. C'est plus facile de s'orienter quand on parle avec d'autres personnes. Donc, je vais probablement utiliser beaucoup les termes en anglais aujourd'hui dans la présentation quand même. SM, je pense que la plupart d'entre vous, ça va aussi. Scrum Master, le servant leader de l'équipe, c'est aussi le coach agile de l'équipe qui va vraiment focuser sur la résolution de problèmes et s'assurer de la livraison continue de la valeur dans l'équipe. Le Project Manager, c'est quelque chose qui est peut-être moins familier pour la plupart d'entre vous. Le propriétaire de produit en français, vous pouvez le voir comme un PO de PO. Il y a des décisions à prendre sur l'orientation de la solution, du produit, mais vraiment plus haute échelle qu'un PO va avoir. Le PO va souvent se concentrer sur une fonctionnalité, tandis que le PM va voir le bigger picture et va essayer d'amener l'organisation dans un endroit qui est plus stratégique. On va voir c'est quoi la responsabilité un petit peu plus loin, mais le Product Manager est responsable du programme Backlog. On va y revenir en quelques minutes. C'est d'ailleurs le premier de nos trois amis qui font la notion de programme que je vous parlais tout à l'heure. À ce sujet-là, Product Manager, en anglais, dans la documentation Safe, c'est un des rares rôles qui peut être exécuté par plusieurs personnes. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est que souvent la complexité d'un projet ou la demande d'expertise pointue de certains types de produits vont demander des expertises diverses. Il y a souvent un Product Manager qui va avoir le titre et l'équipe du Product Manager ou dépendamment c'est quoi le besoin de votre organisation pour tout ça. Mais c'est une notion qui est peut-être importante à comprendre selon la complexité de l'organisation. Puis, on va y revenir un petit peu plus tard aussi les notions de complexité puis comment vos organisations peuvent s'adapter à tout ça. Le RTE, si vous avez écouté depuis le début, c'est le rôle que j'ai techniquement chez Dell, c'est le Release Train Engineer, ou Safe appelle le Release Train Engineer en français l'ingénieur de train de release. Je trouve que un, ça se dit mal, puis deux, ça ne veut rien dire vraiment, en plus d'utiliser de l'anglais et de ne pas suivre l'acronyme. À la DTI, on est arrivé avec le titre de responsable de train d'évolution et je trouve que ça fit à merveille avec ce que représente le RTE. C'est le Scrum Master des Scrum Masters. Il va supporter toutes les équipes du train, je reviens dans quelques slides, il va supporter toutes les équipes du train pour améliorer la livraison de la valeur du groupe et non pas juste d'une équipe. Donc, Scrum Master de Scrum Master aussi, de manière très simple de comprendre, c'est quoi le rôle du Release Train Engineer. Donc, pour ceux qui sont plus du volet processus, façon de faire, livraison de la valeur, Scrum Master, RTE. Pour ceux qui sont plus du volet technique, composition des solutions et c'est quoi le produit lui-même, Project Owner, Project Manager, les grandes distinctions avec l'analyse d'affaires qui en général a les deux chapeaux dans un projet standard. C'était pour la partie de gauche de l'essentiel de Safe. Maintenant, je vais vous amener un petit peu plus en haut, on va parler du fameux train, le Agile Release Train, le train de release agile, comme Safe l'appelle d'ailleurs. Le train, c'est l'équipe, mais l'équipe qui est composée de plein de sous-équipes. C'est le programme, c'est le gros groupe qui va travailler à livrer la valeur. Donc, un groupe d'équipes agiles qui livre la valeur sur une cadence commune. Et le mot cadence commune ici est très important. C'est là que Safe se distingue probablement le plus des autres
agilité à l'échelle, c'est la notion du PI planning. Vous avez entendu parler, c'est sûr, du PI planning. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est quoi, mais le train fonctionne sur une cadence qui est basée sur les PI planning, mais le train avance en même temps. Comment voir l'analogie du train? Bien, le train est composé de plusieurs équipes, chaque wagon étant une équipe, si vous voulez le regarder comme ça, qui va circuler sur la cadence qu'on va lui donner. Donc, les équipes agiles et l'équipe même de programme fait partie du train pour livrer la valeur. Maintenant, le programme Increment, le PI, c'est ça que je vous parlais qui était le cycle le cycle récurrent finalement de l'équipe. Ils vont naviguer de PI en PI. C'est le time frame qui est donné par SAFE, la période qui est en général de 10 à 12 semaines selon les recommandations de SAFE. En français, on appelle ça bien entendu un incrément de programme. Je suis pas mal certain que tout le monde va dire PI quand même. Donc, un programme increment est un cycle récurrent pendant lequel le train, Agile Release Train, délivre un incrément de la valeur. Donc, on va de fois en fois travailler à ajouter plus de valeur. Pour illustrer ce concept-là, je réutilise encore quelque chose que j'avais développé à l'université avec Valérie, qui était coach agile à l'université à ce moment-là. On s'est fait bien du fun à représenter le train qui tourne sur un cycle de PI. Vous pouvez voir chacune des lignes de bois représente essentiellement une semaine. Donc, quand on part, on avait des destinations à l'université, donc on part au début de la première semaine, on fait 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. On se retrouve avec 5 sprints de 2 semaines, une période de 10 semaines. C'est notre PI planning. Et le train fait le tour et recommence cycle après cycle après cycle, la cadence commune de SAFE. Il y a aussi la notion du IP sprint, le iterative, c'est juste parce que je vais en parler que je ne m'en souviens plus. C'est finalement le sprint avant le PI planning qui permet à l'équipe de prendre une pause pour regarder autour de lui comment ça se passe, planifier le prochain PI. C'est souvent le sprint qui on a le plus de difficultés à justifier aux gestionnaires quand on fait un changement à SAFE, parce que normalement, dans ce sprint-là, on ne va rien planifier de travail. Premièrement, il y a plusieurs cérémonies qui demandent énormément de temps dans ce sprint-là. Donc, le PI planning, l'inspect and adapt, le système démo, qui sont toutes des activités qui sont une demi-journée ou 2 jours, dépendamment de l'activité. Donc, c'est très important de prendre ça en considération quand on fait notre planification, mais c'est aussi là qu'on devrait faire de l'innovation. Donc, c'est l'Innovation and Planning Sprint. C'est très intéressant. Et quand on parle de sprint, pour ceux qui ne l'avaient pas compris encore, on parle vraiment d'itération. C'est le langage, mais pas mal tout le monde dit quand même sprint. C'est décomposable dans les deux sens. C'est pour ça le petit œuf de la poule aux œufs d'or. L'innovation et planning, que je disais, c'est le sprint qui arrive à la fin du PI, qui contient le système démo, le Inspect and Adapt et le PI planning. Qu'est-ce que c'est ces activités-là, ces grandes cérémonies-là? C'est toutes les activités, c'est la plupart des activités en fait qui arrivent au niveau du train. Donc, si vous voyez l'anneau extérieur, ça a l'air très compliqué, je vous l'explique en 30 secondes, c'est très, très simple. L'anneau extérieur, c'est tous les événements en lien avec le Agile Release Train. C'est tous les événements du programme, si vous voulez. Les événements avec le point jaune à l'intérieur, c'est les événements de l'équipe. Donc, ça, c'est très standard Scrum. Donc, les méthodologies Scrum avec le stand-up du matin, avec la revue d'itération, le backlog refinement, iterative rétro et iterative planning. Plan, do, check and adjust. On va faire la même chose au niveau du ART, du Agile Release Train, ou qu'à la fin du cycle, juste quand on arrive au début du IP Sprint, on travaille sur le système démo, qui est la démonstration de toutes les fonctionnalités qui ont été réalisées dans le dernier PI, pas juste au PO. L'équipe démontre ce qui a été réalisé au client ou au business owner si on est capable d'aller chercher, si on est prêt à aller chercher des clients. Bref, on veut communiquer ce qui se passe. C'est vraiment le temps de célébrer ce qu'on a réalisé. Ça arrive 5 fois dans une année.
on va en profiter pour prendre une pause puis se donner une tape dans le dos du bon travail qu'on a réalisé parce que 10 semaines de travail, c'est quand même beaucoup de travail quand on a une équipe de 120 quelques personnes à travailler sur un train. Là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Donc, c'est le fun de le célébrer, de célébrer les victoires et les apprentissages de tout le monde. La préparation pour le PI planning, mais ça, c'est tous les membres de l'équipe qui vont travailler à comprendre les besoins du prochain PI, parce que quand on va travailler au PI planning, on a besoin d'avoir une certaine connaissance de sur quoi on va travailler pour être capable de donner après ça nos estimés sur combien de temps ça va nous prendre. Et le Inspect and Adapt, qui est un événement de demi-journée à une journée, où on va vraiment, tout le monde ensemble, chercher à améliorer nos façons de faire. On va parler de qu'est-ce qui a bien été qu'on devrait continuer à faire, qu'est-ce qu'on devrait améliorer dans nos façons de faire. On va identifier les plus grands irritants en groupe, en sélectionner un, essayer de régler le problème avec un gros atelier de gestion de risque. Et ce n'est pas juste les PO, les managers qui font ça, c'est tout le monde. SAFE essaie d'avoir vraiment une structure hiérarchique qui est vraiment minimale. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas nécessairement de position hiérarchique. Le Product Manager, PM que je vous montrais tout à l'heure, n'a pas une autorité hiérarchique sur n'importe qui dans l'équipe agile. C'est des équipes qui font chacun leur responsabilité pour contribuer à la livraison de valeur au final. Donc, le but, c'est vraiment de travailler ensemble. Et ensuite, on complète le IP Sprint avec le fameux PI Planning, le 2 journées de planification, que tout le monde est assis dans une salle et que ça crie. C'est moins le cas depuis qu'on est en virtuel, mais c'est là que comme Safe est décrit, la magic happens, c'est durant ces 2 jours de collaboration-là où tout le monde planifie les 10 prochaines semaines et va parler avec les autres équipes de ses dépendances. Je viens de compléter un PI planning avec des équipes avec lesquelles je travaille à Dell la semaine dernière et c'était tellement le fun de voir des équipes de divisions différentes se parler, puis de parler de leur dépendance. OK, on va avoir besoin de vous autres à ce moment-là. Est-ce que vous êtes capable de nous livrer ça pour tel moment? OK, vous ne pouvez pas faire ça, mais celle-là, on peut savoir à place. Oui, parfois, on ajuste notre planification. Ce genre d'échange-là, c'est ce qui nous permet d'être agile parce qu'on est capable d'ajuster selon les besoins des autres. Ça fait toute une différence dans une planification. Donc, pourquoi le dernier sprint, on ne met rien dedans? C'est pour planifier du temps pour toutes ces activités-là qui demandent beaucoup de temps. Ensuite, les Hard Sync que vous voyez ici, ou les Scrum of Scrum et les PO5, c'est des événements récurrents durant le PI, soit une fois par semaine ou 2 ou 3 fois par semaine, selon les désirs de l'organisation, ou que tous les Scrum Masters s'en vont ensemble pour dire comment ça se passe au niveau de l'exécution, et tous les PO vont ensemble pour parler de comment est-ce qu'on va continuer à faire évoluer le produit dans le futur. On va parler de vision et d'exécution. C'est les gros événements du train au niveau de SAFE. Ensuite, vous voyez la cadence ici, donc 5 sprints, chaque espace blanc étant un sprint dans ce dessin. Quand on est au niveau de l'équipe, ça nous forme un PI, on voit la petite boucle ici, qui est le Do, Check, Adjust and Plan. Je l'ai dit à l'envers tantôt, je m'excuse. Le Do, Check, Adjust and Plan, c'est la base du Scrum où on va tout le temps essayer de s'améliorer dans nos façons de faire. On a la chance, ça se traduit bien en français, définir, contrôler, agir et planifier. PDCA. Qu'est-ce qu'on fait une fois que... en fait, chaque équipe va le faire. Et après ça, quand on arrive à la fin du PI, bien, tout le train le fait pour le PI aussi. Donc, le PI, si vous voulez, c'est le sprint du programme. Une manière simple de le dire. Donc, ça, il faut peut-être inventer des noms pour être un petit peu différent des autres. Puis c'est un peu catchy quand on parle de train puis d'ingénieur de train puis tout ça. Mais essentiellement, c'est un cycle Scrum à un niveau supérieur de l'agilité à l'échelle. Ça, c'était maintenant pour parler de la section en haut. Maintenant, une chose qu'on n'a pas encore parlé, c'est ce que la plupart d'entre vous, je pense, appellent vraiment dans un peu plus les artefacts. Et non, je ne parle pas de Indiana Jones, mais je parle plus des features, story, capabilités. Qu'est-ce que ça veut dire en SAFE? Je suis conscient que ça, c'est assez violent comme image introduit comme ça. Je crois qu'il y en a probablement plusieurs parmi vous autres qui trippent vraiment beaucoup trop de voir une image présentée en règle comme ça. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre quotidien. Mais essentiellement, ce que vous devez retenir de cette vision-là, c'est que les items du backlog se traduisent en épiques,
capabilité, feature ou story, qui ont chacun leur propre façon d'être définis avec des user stories ou des features, des business features, des enablers, plein d'autres vocabulaires. Et tout ça est contraint par la documentation non fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par non fonctionnel? Ce n'est pas une fonctionnalité, mais c'est quelque chose qui doit affecter toute mon organisation, toute ma solution. 99,99% de uptime, c'est tout ce que je développe qui va devoir être impacté par ça. Donc, c'est une contrainte sur l'ensemble de mes items de backlog, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à retenir de la grosse image que je vous ai montrée? En safe, Epic est plus gros que capacité, qui est plus gros que feature, qui est plus gros que story. En français, on parle d'épopée, de capacité, de fonction et de récit. J'ai mis des astérix parce que c'est plus des traductions style libre. En général, vous allez quand même entendre Epic, capabilité, feature et story quand vous parlez avec les gens. Mais aujourd'hui, on reste encore plus simple que tout ça. On va vraiment se concentrer sur le volet feature et story. Parce qu'une feature, c'est vraiment une livraison de quelque chose de fonctionnel, une fonction qu'on va livrer à notre utilisateur au final qui va être utilisable. Donc, c'est comme ça que Safe recommande de construire ces features avec une description, une hypothèse et des critères d'acceptation très importants pour Safe au niveau des features et qu'on va ensuite briser en user story et enablers. Quand on parle de enablers, c'est essentiellement quelque chose une activité qui est nécessaire pour permettre à la solution de réaliser une fonction et c'est quelque chose qui doit venir en amont. On peut avoir des enabler story, des enabler feature, des enabler capability ou même des enabler epic. Ça, il y en a partout. C'est souvent plus des choses qu'on va parler des réalisations techniques pour être capable de supporter après ça quelque chose. Souvent, c'est plus les architectes qui vont être responsables de documenter le volet des enablers parce que c'est souvent plus des choses qui sont très, très techniques, plus que des user stories qui vont parler dans un langage de l'utilisateur. Ensuite, comment est-ce qu'on gère ces features et ces stories-là? Les features vont être gérées par le programme backlog au niveau du programme, tandis que les user stories sont la responsabilité des équipes, donc dans le backlog des équipes. On voit encore une fois le petit logo du NFR. Non, ça n'a rien à voir avec les NFT qui sont très, très à la mode maintenant, mais c'est des non-functional requirements qu'on a vus il y a quelques secondes. Donc, ça contraint tous les backlogs. Et le logo ici est très différent de lui-là. On va l'adresser dans quelques minutes. D'ailleurs, le programme backlog a son Kanban, c'est-à-dire la priorisation de ses features. Donc, je vais avoir une feature que je veux réaliser. Je vais l'analyser, je vais m'assurer qu'elle est bien comprise. Une fois qu'elle va être prête à la réalisation, je la fais déplacer dans mon Kanban et elle va tomber dans la liste de mes priorités pour mon backlog ou que je vais y appliquer ce que j'appelle le WSGF. Je reviens plus tard avec un autre quiz de quel est cet acronyme et après ça, on va l'amener à terminer. Comment est-ce qu'on va prioriser nos features? C'est le WSGF, j'y arrive un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on ferme ça et on se concentre sur notre programme qui a à l'intérieur plusieurs features qui ont été déjà priorisées. Et autour de ça, on a nos deux équipes. Il y a juste deux équipes dans notre train pour l'instant, pour faire simple, qui vont avoir chacune leur story, qui vont devoir travailler pour réaliser la feature. Donc, il va falloir qu'on découpe ça. Donc, chaque équipe prend la peine de découper les stories qui sont associées aux features sur lesquelles ils vont travailler, que leur PO a pris le temps d'affiner et que les autres ont analysé avant le prochain PI planning. C'est comme ça qu'on va vraiment faire le découpage. Maintenant, comment est-ce que ça c'est découpé? Bien, chaque organisation décide de le faire comme ils veulent. Il y a des outils spécialisés pour faire du tracking safe maintenant ou encore beaucoup d'organisations utilisent Jira, parce que je fais beaucoup de jokes sur ça là, justement. Essentiellement, vous pourriez le faire sur un tableau blanc. C'est ce que Safe recommandait jusqu'à avant la pandémie. On s'est vite rendu compte qu'un tableau blanc, quand il est au bureau et que tout le monde est à la maison, ça n'allait pas trop bien avec les post-it. Mais sinon, vous pouvez essentiellement le faire dans un Excel ou dans Miro, si vous voulez, le petit tableau blanc, puis ça va marcher quand même. L'idée, c'est juste de laisser de la traçabilité entre vos features et vos stories. Quand on regarde le backlog de l'équipe, l'équipe se fait assigner des features qui ont été priorisées par le niveau programme et eux, après ça, vont définir toute leur story qui, durant le PI planning, vont venir
commettre dans les différents moments du sprint en fonction de l'estimé qu'ils vont leur avoir donné. Donc, c'est comme ça qu'on vient construire notre plan pour le PI durant le PI planning au niveau de l'équipe. Ça, c'est fait avec la supervision du Product Owner qui, lui, est le responsable au niveau d'équipe de la valeur qu'on va livrer par nos solutions. Et si on a des questions, bon, on va voir le Product Manager. Mais les stories, c'est des équipes qui doivent comprendre c'est quoi le but des stories. Ce n'est pas le PO qui doit toutes les découper. Encore une fois, on demande que les équipes s'impliquent. Le concept du skin in the game, tu veux que les gens qui vont participer aient mis du leur dedans parce que ça va faire en sorte que ça va être très difficile après de dire « Ah, mais le plan, c'était de la merde de toute façon quand c'est toi qui l'as réalisé. » C'est un petit peu ça aussi qu'on essaie de faire. Comme ça, les gens peuvent se commettre sur des choses qu'ils connaissent parce que c'est eux autres qui l'ont fait. Très intéressant de cette approche. Quand on parlait de mettre l'humain au milieu de la réflexion, c'est pas de le mettre dans le coin, c'est de le faire participer. C'est simplement ça qu'on peut dire. Et à la fin, bien entendu, on regarde le IP Sprint que je vous parlais. Quand on finit un PI planning, on se ramasse avec un beau tableau plein de ficelles qui ressemble à ça. C'est là qu'on voit nos différentes dépendances. Donc, entre une feature d'une équipe à l'autre, donc chaque ligne représente une équipe. Les points jaunes, c'est des livraisons de les milestones importants, les points repères importants pour l'organisation qui vont amener, toutes les dépendances vont mener jusqu'à des livraisons au final, qu'on va être capable de réutiliser ou on va être capable de livrer quelque chose qui va permettre à une autre équipe de travailler sur d'autres choses. Bref, vous comprenez l'idée. On est capable d'avoir une vue globale de ce qui se passe. Et si on un outil de tableau comme ça, ce qui est très intéressant, c'est que souvent on est capable de se dire « Ah, mais finalement, il y a une équipe qui a toutes les ficelles convergent vers elle. On est tous capable de redistribuer les différentes features pour que ce ne soit pas juste une équipe qui soit notre bottleneck dans notre chaîne de livraison de valeur. On aimerait ça répartir les risques un petit peu. Donc, c'est le genre d'outil que ce tableau-là nous permet de faire ce genre de manipulation. Donc, ça, c'était le programme board. Le fameux WSGF, x2 les points, pour ceux qui sont capables de deviner c'est quoi que ça veut dire. Ça se traduit, en fait, l'acronyme, c'est le Weighted Shortest Job First. C'est essentiellement l'indicateur le plus vite, plus de valeur au plus vite. C'est une manière de déterminer lequel morceau de travail, lequel feature tu devrais travailler en premier, basé sur plusieurs critères. La formule du WSGF, c'est Cost of Delay divisé par le Job Duration. Qu'est-ce que c'est le Cost of Delay? C'est ça qui est un petit peu révolutionnaire du WSGF, c'est la valeur perçue pour l'utilisateur plus la criticité de temps, c'est-à-dire plus que c'est quelque chose qu'on a besoin, qu'on a commis de livrer bientôt à un client ou une obligation légale, plus qu'il va y avoir de valeur à ça, et plus que on est capable de réduire notre risque en tant qu'organisation ou nous créer des opportunités, mais plus que ça y donne de points. Donc, plus que notre cost of delay est élevé, plus que c'est avantageux pour notre organisation de le faire rapidement. Et après ça, on va le comparer avec toutes les autres features qu'on a dans notre organisation. Puis on va diviser ça par la grosseur du travail qui est à réaliser pour être capable de livrer cette feature-là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? En fait, c'est que si on a quelque chose qui a énormément de valeur à livrer à notre client, mais que ça va nous prendre 3 mois full à livrer, mais en contrepartie, on a 3 items qui ont comme beaucoup de valeur, mais ces 3 affaires d'une semaine, bien, si on fait juste regarder la valeur que ça livre, on ne les fera jamais parce qu'ils vont passer après le truc de 3 mois, mais au final, on est peut-être mieux des passants en premier parce que ça va nous permettre d'aller chercher des quick wins ou de la livraison de valeur très rapide à nos clients qui vont pouvoir en profiter pendant qu'on va travailler sur d'autres choses au final. Donc, le cost of delay, c'est essentiellement le coût d'attente. C'est ce qui est représenté dans l'image ici. On va comparer chacune des features en fonction d'un estimé qu'on va avoir déterminé pour les autres features. Fait qu'on va en prendre une, on va y assigner ses valeurs, puis on va tout comparer les autres features en fonction de celle-là. C'est sûr que quand notre feature s'appelle A, B et C, c'est très difficile de le faire. Si vous voulez, plus tard, j'ai un exemple qu'on va pouvoir utiliser. Et la différence, c'est que si on livre très rapidement quelque chose, on va être capable de générer beaucoup plus de valeur au final.
Là, peut-être que ce tableau-là, vite comme ça, ne vous dit pas grand-chose, mais quand vous allez lire le site, c'est bien expliqué qu'est-ce que ça représente la zone en bleu. C'est plus que ta zone en bleu est grande, essentiellement, plus que tu as perdu du temps avant de livrer de la valeur à tes clients. Donc, dans ce cas-là, on devrait prioriser A, qui a la plus grande valeur à livrer rapidement, ensuite B, ensuite C, par exemple. Ça y est, on vient de passer au travers de la définition de safe. Je ne sais pas si ça a répondu à la plupart de vos questions, mais au moins maintenant, on a un langage commun qu'on peut utiliser pour parler de safe et on peut répondre à où, quand, avec qui et pourquoi. On y va. Ou, ben, je me suis fait du fun dans la map de safe, dans le beau carton, et j'ai identifié rapidement là, les endroits où que je trouvais que le rôle de l'analyste d'affaires qui fait de l'analyse d'affaires selon n'importe quel titre va intervenir dans un environnement comme safe. Vous remarquerez qu'il y a aussi le volet solutions et portefeuille. J'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais vous devriez être capable de suivre quand même. Remarquez si vous êtes capable de trouver un pattern. Bref, c'est partout. C'est essentiellement là que je vais en venir. L'analyse d'affaires se retrouve partout dans ces faits. Même s'il n'y a pas un titre nécessairement d'analyse d'affaires dans l'organisation où vous allez, pour laquelle vous avez été approché, sachez que vos compétences d'analyse d'affaires ne sont pas perdues. Ce n'est pas des années de développement que vous avez perdu, c'est en fait très recherché partout. Ensuite, maintenant qu'on a répondu au où, avec qui? Ben, avec qui? Ben, ça peut être avec les équipes, ça peut être avec le Product Owner, le Project Manager, le Scrum Master, le Release Train Engineer, ça peut être des architectes aussi. Il y a des gens qui vont faire la transition d'analyse d'affaires vers architecte affaires, architecte techno, si vous avez un background un peu plus technique, architecte d'entreprise aussi même, très intéressant. Même chose après ça, le Solution Train, Solution Management et le Solution Architect, c'est la même chose que le PO du PO, mais là, c'est l'équivalent du PO du Project Manager, c'est l'équivalent du Scrum Master, du RTE. Vous comprenez l'idée, on scale up encore une fois. Donc, bref, un petit peu partout, et l'architecte d'entreprise, comme je vous parlais. Fait que, bref, avec à peu près tout le monde qui se trouve dans l'organisation, et même au niveau de la gestion de portefeuille, souvent, les analystes d'affaires vont être amenés à faire des propositions ou à identifier, comparer différentes hypothèses de valeur. C'est ce qui se passe beaucoup au niveau de la gestion de portefeuille. Fait que ça se peut qu'au niveau de votre organisation, si vous êtes un analyste d'affaires, souvent plus senior, vous soyez amené à travailler au niveau du portefeuille pour faire des business cases, parce qu'on a besoin quand même que ça soit économiquement viable, notre solution, et qu'on va comparer des solutions ensemble, on va essayer de gérer nos investissements et tout ça. Ça se passe au niveau du portefeuille. Maintenant, pour répondre à la question du quand, je vous ramène avec un cycle de PI. Donc, vous comprenez le premier PI, sprint, deuxième PI et sprint. Donc, on est en train de faire notre PI dans cette hypothèse-là. Ça, c'est le PI qui s'en vient après, fait dans 2-3 mois, et l'autre dans 3 à 5 mois environ. Notre Product Manager, sa première responsabilité va être de définir la vision long terme et de prioriser et d'essayer de défricher ce qui va se trouver au travers de toutes les étapes qui vont devoir se passer, mais quand même un peu longtemps d'avance. On veut essayer d'avoir même à un certain point, j'ai arrêté à +2, là, mais si la ligne a continué, c'était +2, +3, +4. Fait que les 2 prochaines années, essentiellement, c'est un peu plus le terrain de jeu de notre Product Manager. Ensuite, on va s'attendre que le Product Manager supporte surtout les Product Owners quand ils vont faire la même chose, mais au niveau un petit peu plus précis du PI qui s'en vient, parce que pendant que l'équipe est en train de travailler sur un PI, sur le travail à réaliser, le PO est déjà en train de regarder le futur, en train de s'assurer qu'on a toutes les informations pour faire ce qui s'en vient dans le futur et supporter le PI en cours au niveau de l'équipe parce que c'est le proxy du client et la personne proche de la valeur finalement pour l'équipe. Et l'analyse d'affaires, travaux à faire, s'il y a des travaux à faire, du volet à faire dans l'équipe, il va travailler au niveau du PI, mais il peut aussi supporter le PO. C'est un peu ça, je pense, que l'espèce de notion que je veux vous amener aujourd'hui, c'est que l'analyse d'affaires dans SAFE, c'est plus comme un spectre, où que d'un côté, on a vraiment le volet stratégique,
la définition des features, des stories, jusqu'à la réalisation. Puis chaque organisation va avoir sa propre manière de le faire. Les rôles et responsabilités vont changer d'une organisation à l'autre, même d'un train à l'autre dans une même organisation. Et ça peut dépendre de plusieurs facteurs. La maturité, premièrement, mais aussi la complexité. Parce que si on a des solutions qui demandent une complexité technologique super avancée, avec des expertises super diverses, ça se peut qu'on ait besoin de beaucoup plus de force d'affaires pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'on doit réaliser dans l'organisation ou l'importance d'avoir des analystes qui vont supporter les PO. Donc, une organisation pourrait être structurée avec le product manager qui prend beaucoup, le product owner un peu, et l'analyste d'affaires qui travaille dans la réalisation. Ça, je vous dirais que c'est peut-être plus le standard safe. Ou à l'inverse, on pourrait avoir un product manager qui travaille vraiment plus sur la vision au niveau, le product owner qui est plus présent au niveau de la définition des features et l'analyse d'affaires qui va prendre le volet plus de l'équipe, ou un modèle à l'inverse qui est le product manager et le PO prennent tout, il n'y a pas d'analyse d'affaires parce qu'essentiellement l'analyse d'affaires est répartie dans ces deux rôles-là et les autres rôles d'exécution. Fait que ça, c'était ma manière de vous expliquer que c'est pas aussi simple que de dire ça va là, d'où ma fléchette au début de la présentation. Et maintenant, pourquoi est-ce que l'analyse d'affaires est dans SAFe? Ben, c'est pour répondre à tous ces principes-là. L'analyse d'affaires est vraiment reliée à peu près tous les principes qui sont mis de l'avant par SAFe. Fait que j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu plus pourquoi ça nous prend de l'analyse d'affaires dans SAFe et on en a encore besoin, même s'il n'y a pas nécessairement le terme analyste. On vient de répondre au dernier point de notre agenda. Mais ce n'est pas terminé. Mettons ça en pratique maintenant. On va faire un petit exercice de priorisation. On a parlé du WSGF, mais je sais que ça peut être un petit peu mélangeant pour les gens qui n'en ont jamais fait. Donc, on va le faire ensemble. Ceux qui sont habitués à faire de l'agilité, vous connaissez Fibonacci. Fibonacci, c'est une méthode qui est utilisée. En fait, Fibonacci, c'est simplement une série de numéros qui essentiellement reprend les deux numéros d'avant pour produire le numéro d'après. 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5. Vous comprenez la logique. C'est une version un petit peu simplifiée qu'on utilise en agilité. Pour ceux qui sont vite en maths, vous avez compris, normalement, ça ne fait pas 21. En général, on utilise 20 pour simplifier les choses parce qu'on ne va pas plus haut. Mais ça va nous permettre de gérer d'identifier la valeur des différentes propositions que je vais vous faire. Parce que pour la suite de la présentation, vous allez m'aider à décider de quoi on va parler. J'ai plusieurs sujets que je veux parler avec vous, mais ces sujets-là, c'est vous autres qui allez être les ultimes décidateurs de lesquels on va travailler. Donc, si vous êtes loin de votre ordinateur, je vous invite à vous rapprocher de votre clavier parce que vous allez avoir besoin d'utiliser le chat. Donc, le petit outil de chat, ça ne sera pas un exercice très scientifique, je vous l'assure, mais ça va être quand même le fun de pouvoir contribuer à tout ça. Donc, ça ne serait pas une présentation sur l'agilité sans, bien entendu, utiliser Jira. Donc, je me suis fait bien du fun, je suis allé me chercher une licence gratuite de Jira sur le site Internet de Atlassian et je nous ai créé des features pour les différentes opportunités qu'on va pouvoir discuter ensemble. Et je les ai documentées. Vous allez dire très brièvement, mais oui, c'était l'intention de le faire très brièvement. Et après ça, on va décider ensemble lesquels qu'on veut réaliser là-dedans. Pour ce faire, on va faire notre exercice de WSGF dans un outil comme un Excel. Ce n'est pas obligé d'être très compliqué, hein? C'est juste des additions. C'est juste que c'est le fun d'avoir le visuel un à côté de l'autre. Donc, ce que j'ai besoin de votre aide aujourd'hui, vu que vous êtes mes clients, j'ai besoin de votre input pour être capable de déterminer c'est quoi la valeur d'affaires que vous attribuez à chacune de ces propositions-là que j'ai pour vous. Et j'ai par la suite arbitrairement identifié le time criticality que ça allait avoir. Ça. Ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que ça allait vous amener de plus de savoir ça dans votre carrière en me basant sur l'évaluation de la responsabilité, des responsabilités du Scrum Master que je considérais, même s'ils étaient intéressantes, ils peuvent être faits très rapidement, ne sont peut-être pas le plus-value pour vous. Mais si vous me dites que c'est tout le monde me dit 13, 13, 13, puis tout le reste est vraiment bas, bien, ça se peut que ce soit de ça qu'on parle. Fait, on va faire l'exercice ensemble, puis au pire, c'est toujours mieux que moi qui avais décidé de quoi qu'on parle. On va faire l'exemple ensemble. Donc, on va se baser sur le fait que l'évaluation des responsabilités du Scrum Master, encore une fois, ça vaut 1. On se donne un point de référence. Donc, identifiez tout le temps quand vous parlez
de la valeur que vous allez voter. Pour vous, la traçabilité et la documentation des besoins d'affaires, est-ce que c'est une fois, même niveau que finalement la responsabilité du Scrum Master, est-ce que c'est 2 fois plus pertinent, 3 fois, 5 fois, 13 fois plus pertinent que le rôle de l'analyse d'affaires? Donc, je vous rappelle les chiffres. En fait, je peux les écrire ici. 1, 2, 3, 5. Non, j'essaie d'aller trop vite. 8, 13, donc, vous pouvez utiliser ces chiffres-là. Donc, pour vous, votez dès maintenant dans le chat, puis je vais prendre ce que je vois le plus passer. Est-ce que la traçabilité et la documentation des besoins d'affaires est tant de fois plus pertinent? Je vois beaucoup de gros chiffres, des 8, des 13, des 5, des 3. C'est quand même surprenamment beaucoup de 13, OK. Je vais me permettre d'y aller avec un 8. Si je vois que ça ne passe pas, mais qu'au final, il y avait beaucoup d'intérêt, je continuerai après la présentation pour ceux qui veulent rester. Ensuite, même chose pour le Product Owner, comparé au rôle d'analyste de Scrum Master. Quelle valeur vous lui donnez? Il y a quelqu'un qui veut vraiment voir c'est quoi le rôle du PO. Il y a beaucoup de 1, beaucoup de 2, beaucoup de 3. Je vais y aller avec un 3 parce que j'ai eu quand même beaucoup de chiffres élevés. Même s'il y a eu beaucoup de 1 au travers. Même chose, Product Manager. 5, 3, 5, 2, 5, 3, 5, 2, 5, 6, 5, 5, 5. En tout cas, vous avez au moins compris comment ça fonctionne. Je pense que la moyenne de cela, c'est un 3 aussi. Donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'on descend, notre valeur du WSGF se met à jour au bout. Donc, c'est quand même intéressant de constater. On y va avec le Release Train Engineer. Ne pensez pas vous ramasser à faire des exercices de planification agile ce soir. Un 3, ça ne va pas monter très haut, fait que lui, je vais le laisser plus à 2. Quand même plus de 1. Quand même plus de valeur que juste 1. WSGF, mais encore, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous voulez avoir un peu plus de détails sur comment est-ce qu'on fait le WSGF, la priorisation et tout ce qui en découle? C'est sûr qu'actuellement, on fait l'exercice, donc ça vous donne quand même peut-être une bonne idée, mais on pourrait rentrer plus en détail. 3, 5, 8, j'ai vu beaucoup de 1 aussi. Beaucoup de beaux chiffres. Je vais y aller peut-être plus avec un 5 parce qu'il y a quand même des gros chiffres qui ont passé. Je vous ai préparé une petite simulation dans Jira si ça vous intéresse. Je ne vous cacherai pas que c'est mon choix du chef. Donc, si ça vous intéresse de voir comment on fait la distribution des features dans un cas inventé, bien entendu, on va pouvoir en parler un peu plus puis appliquer quelques-uns des concepts qu'on a vus. J'ai vu beaucoup de 20 passer, beaucoup de 13. Je vais y aller avec un 13, puis en même temps, c'est moi qui décide au final parce que c'est un peu moi qui fais la présentation. Et je veux passer directement à la période de questions. Il y en a-tu qui ne veulent pas qu'on adresse ça pantoute? Pas vraiment, des zéros. OK, j'en comprends qu'on va rester à 1 sur celui-là. Et qu'est-ce qui se passe au niveau solution? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'avoir plus de concepts plus haut, qu'on scale le niveau programme au niveau solution? Ça ne vole pas très fort sur celui-là non plus. Fait que je vais le laisser à 2. On va faire un consensus qui est plus haut que 1. Donc, on regarde maintenant au niveau de nos valeurs. On va aller, bien entendu, se faire un petit filtre pour être capable de trier dans l'autre sens. Donc, si on regarde nos valeurs, la plus haute priorité, étant donné que ça serait vraiment rapide, ça serait WSGF. Ensuite, ça serait la petite simulation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau solution? Vous voyez l'impact d'avoir le job size sur la distribution. Je suis pas certain que ce n'est pas nécessairement à ça que vous attendiez qu'on allait voir. Pour de vrai, je pense que le WSGF, si je veux vous donner beaucoup plus d'informations, si je veux vous donner beaucoup plus d'informations, il faudrait peut-être passer un peu plus que 2 minutes. C'est un estimé en minutes. Fait que je vais juste recommencer mon filtre. Ça arrange un petit peu avec le gars des vues, vous allez dire, mais oui. Pour qu'on aille commencer par la petite simulation. Pour de vrai, ça va prendre un 5 minutes. Puis après ça, on regardera pour les deux autres qui ont ressorti. Mais on va peut-être plus y aller avec WSGF puis la traçabilité des besoins pour être honnête, parce que je veux un peu plus répondre à votre besoin, puis le reste était juste pour vous donner un exemple. On y va avec
on avait dit qu'on y allait avec le choix du chef pour la simulation. Ensuite, on avait dit WSGF, mais encore, et la traçabilité. Donc, ça, c'est notre PI planning. On va démarrer et on va suivre dans notre Kanban. Donc, on va commencer par, bien entendu, la petite simulation. Pour faire ça, je nous ai créé un autre projet, qui est le projet de Yvan Lafleur, fleuriste, qui veut se créer un site web. Donc, il a fait appel à une équipe, il a parlé avec l'équipe, puis l'équipe a identifié les features qui doivent être réalisées pour permettre au site web de au moins commencer à fonctionner. Et après ça, l'équipe est sur le point de faire son PI planning, donc il doit se préparer à répondre aux besoins qui ont été listés. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs features. Donc, créer un site web avec une page d'accueil vide, c'est la première feature qu'on va essayer de réaliser. C'est ajouter une section sur la célèbre histoire du magasin. C'est après ça, créer une page avec les informations de contact du magasin. Donc, si je clique dedans, dans chacune des features, je suis capable d'aller voir c'est quoi mon critère d'acceptation. Je peux me connecter au site web avec l'adresse URL et les équipes ont déjà commencé à créer leur story pour réaliser cette feature-là qui arrive, elle, dans leur backlog d'équipe à eux. Ils vont devoir se commettre sur leur sprint. Pour donner un peu plus d'idées, on va y aller probablement avec un PI planning de 3 sprints. Et l'équipe, ça fait quand même longtemps qu'elle travaille ensemble. Elle sait qu'ils ont une capacité d'à peu près 4 story points par sprint là, pour se donner une idée de ce qu'on va faire. Il y a 5 jours, des estimés de 1 point par jour, une contingence d'une journée. Ça fait du sens. Donc, je regarde mes différentes stories, je m'en vais les lire. La célèbre histoire du magasin. Donc, qu'est-ce que ça me prend comme critère d'acceptation? Je peux accéder à la section intitulée Célèbre histoire du magasin. Je peux voir le nom du fondateur, je peux voir la date de fondation et je dois avoir au moins une recommandation client. Vous voyez rapidement pourquoi est-ce que recommandation client est dans la célèbre histoire du magasin. C'est le genre de petits points, même si c'est un cas fictif, qui devrait lever des interrogations en tant que product owner ou même n'importe quel membre de l'équipe, parce que tout le monde est appelé à travailler ces features-là pour dire pourquoi est-ce que ça fait partie de la feature? Parce que ça, au final, il y a peut-être un très grand degré de complexité qui va nous ralentir beaucoup, puis ça nous permettrait de livrer la célèbre histoire rapidement, puis après ça, aller chercher une recommandation client. Parce que l'équipe, quand ils vont regarder après ça, qu'est-ce que ça leur prend pour faire tout ça, bien, ils ont, OK, bien, il va falloir qu'on rédige la citation du client, mais il va aussi falloir qu'on, je l'avais lié, faire des entrevues pour obtenir une recommandation client. Puis ça peut prendre du temps. Est-ce qu'on y a pensé à tout ça? Le reste, c'est peut-être assez simple. On va voir comment est-ce qu'on est capable de placer tout ça. Fait là, on a nos priorités. L'équivalent du product manager de notre équipe nous dit voici c'est quoi les priorités pour le prochain sprint. Donc, on ne s'attend pas vraiment à aller plus loin que ça parce que ceux-là, de toute façon, on n'est pas prêt à se commettre dessus. On devrait avoir assez de stock avec les 3 features qui sont prêtes à être réalisées. Donc, l'équipe s'installe, commence leur PI planning, font leur estimé, brisent toutes les features en multiples petites stories et ils arrivent avec une liste comme ça. Donc là, rapidement, on voit, ils ne pourront pas faire toutes, parce qu'on avait déjà dit qu'il y avait 4 points par sprint qu'ils pouvaient utiliser, et on est déjà à 19, donc 12 sur 19. On est loin de on est loin du compte. Là, il va falloir qu'on fasse des choix. On vient voir. Créer la liste du site web. Acheter le nom de domaine, installer la plateforme WordPress, c'était les 2 premières. Donc, assez logiquement, ce qu'on va faire, on va prendre ces 2 stories-là et on va les amener. 2 points. Il nous reste encore 2 points de vide dans notre premier sprint. Ça va bien. On regarde ensuite, on a pris toutes les features de cette première carte-là. La deuxième, il y en a plus. Fait 8, la 6, la 9, la 7, la 5. Normalement, on a des outils sur le côté qui nous permettent de lier ça un petit peu plus visuel. Vous comprendrez que je n'ai pas passé des heures à setuper un environnement Jira qui était super fonctionnel avec d'automation pour une présentation d'1 heure ce soir. Donc, je suis allé un petit peu plus simple. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si je regarde, 3 et 4 ne faisaient pas partie de la première, mais 5, 6, 7, je peux clairement déjà créer l'onglet. J'étais à 3 points. Et 6, documenter l'histoire du magasin, 3 points. Et celle-là ne rentrera pas. Donc, je vais probablement aller la mettre déjà dans mon sprint 2. Ensuite, la 7, et faire des entrevues pour obtenir la recommandation client.
ben, c'est peut-être là qu'on, durant le PI, on devrait communiquer avec notre product manager et dire hey, écoute, si on sort la notion de l'expérience client de la feature que tu veux, on est peut-être capable de faire ta feature, sinon, écoute, elle ne rentrera pas, même si on la met dans notre 3e sprint. Je vais en créer un 4e qui va être notre sprint TP qu'on ne met rien, là, juste pour pas de mesure. Même si on la met dans le 3e sprint, puis ça va être serré, là, on ne sera pas capable de livrer tout ce que tu as besoin parce qu'il nous reste encore le nom d'Yvan, puis il nous reste encore rédiger la citation client. Fait, rédiger la citation client qui doit venir après l'entrevue. Déjà là, on voit que ça ne rentre pas dans nos trucs. Puis on a après ça, ben, la date, je ne me rappelle plus c'est laquelle l'autre. Bref, vous comprenez l'idée, on vient placer nos stories dans les différentes équipes. Donc, on va ajouter celle-là qui était dans notre sprint 2. Donc, sprint 2, j'ai dit. Et là, on vient créer nos sprints dans même. Puis là, les équipes viennent faire leur capacité, viennent discuter après ça, c'est quoi les dépendances. Puis c'est à ce moment-là, dans le PI planning, normalement, que les équipes arrivent et vont se parler entre eux autres. OK, bien moi, je serais capable de faire ça à ce moment-là. Ah, ben moi, j'en aurais besoin avant parce que sinon, je ne serais pas capable de le faire. OK, bien parce que là, ce qu'on peut faire pour toi, ce n'est pas la priorité, mais si toi, ça te permet de ne pas être bloqué, bien, je vais jouer avec mon ordonnancement de mes stories pour être capable de garder une cohérence au niveau de ce que je suis capable de livrer. Idéalement, si on a juste 4 points de sprint, 4 points pour notre vélocité, puis qu'on a des tâches plus grosses, il faudrait les rebriser en petites sections. Là, j'ai fait exprès de mettre un point exorbitant à celle-là, sachant que j'allais donner une petite capacité à notre sprint. Mais l'idée est vraiment simplement d'avoir une vue qui permet à l'équipe de s'engager sur la livraison de la valeur pendant une semaine. Et au fur et à mesure qu'ils vont travailler, acheter le nom de domaine, c'est en cours. Bien, sur notre vision de qu'est-ce qui se passe au niveau de tout le train. Ici, on devrait voir que créer le site web est aussi en cours de développement et quand l'équipe va avoir complété au cours du sprint l'installation de la plateforme aussi, c'est-à-dire toutes les stories reliées à la livraison de notre première feature, bien, sur le board, on va amener notre feature en validation et c'est là que le PO va venir valider. OK, bien, c'est en validation. Je vais aller voir, est-ce que je réponds à tous les critères? Je peux connecter le site web par l'adresse URL. Je vais aller voir la documentation, je vais aller tester le lien. Ça marche. Le critère d'acceptation est passé. Je peux, en tant que PO, considérer, je n'ai pas cliqué sur le bouton, je peux, en tant que PO, considérer ça comme complété. Et là, si vous voulez être vraiment plus complet ou plus technologique, vous pouvez dire c'est accepté, mais non livré au client. Puis quand vous allez livrer au client parce que vous faites du release on demand, vous allez l'amener dans une autre colonne pour être capable de le tracker. Vous pouvez avoir plein de colonnes selon les besoins de votre organisation. Et c'est ça qui est intéressant. Fait que c'était notre petit cas d'utilisation. Après la première semaine, notre équipe a terminé son sprint. Parfait, le sprint est complété. Félicitations, vous avez complété votre sprint. Et là, on va refaire en tant qu'équipe un sprint rétro. On va valider qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on doit changer notre planification? Sinon, parfait, on se connaît sur notre prochain sprint et on avance. Et ça, c'était la démonstration. Parce que vous comprenez comment on s'en va. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, bien, le Product Manager travaille à raffiner les prochains features qui vont tranquillement pas vite, eux aussi revenir se prioriser avec un exercice de WSGF qu'on va faire à l'extérieur pour venir donner une idée de c'est quoi l'avancement et c'est quoi le long terme pour notre solution. C'était la partie plus démo. On revient sur notre simulation. J'ai complété la démonstration. WSGF, mais encore, en 2 minutes, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que la manière la plus simple de voir vraiment un WSGF, c'est vraiment de se poser la question, de trouver, j'aimais bien l'exemple du Scrum Master ici parce que c'est une notion que la plupart d'entre vous connaissent bien. Donc, c'était simple. Je savais qu'il n'y avait pas une grande valeur à vous montrer, mais que c'était très rapide. Le fait que c'était très rapide à discuter me permettait, le fait quand même monter très haut dans la liste, malgré que vous avez donné beaucoup de points ou de force à d'autres trucs plus loin. Donc,
le bon exemple, la traçabilité des documents, des besoins d'affaires, c'est très, très fort en valeur quand c'est sorti, mais ça se retrouve après parce que la priorisation du WSGF est entrée en valeur. Le but, c'est de livrer le plus tôt possible de la valeur à notre client. Comme ça, il peut utiliser cette valeur-là pendant qu'on travaille sur d'autres choses. Faites juste penser, si vous démarrez un nouveau site web pour un client, puis vous lui livrez à la première semaine un site web avec au moins son nom dedans, OK, je ne peux pas te faire grand-chose, mais au moins, il y a mon site web, j'ai une présence en ligne. Vous mettez les informations de contact, ah, ben, ça donne déjà un peu plus de valeur. Tandis que si vous attendez d'avoir eu le site web avec le module de transaction en ligne, avec tous les produits importés, puis avec toutes les fonctionnalités de marketing intégrées, puis l'intelligence artificielle, puis le big data, puis vous allez livrer dans un an une solution. Pendant tout ce temps-là, votre client n'aura pas de site web. Je pense que l'analogie la plus simple, c'est ça. Donc, utiliser un point de référence. Et comme on voyait dans la documentation de SAFe, notre point de référence, il est là, mais si quelqu'un qui dit « Ah, finalement, pour moi, Product Owner, ça ne vaut pas grand-chose », vous pouvez même y aller avec une valeur plus petite, puis on va comprendre quand même. Fait que ça, c'était pour faire un petit retour sur le WSGF. Un outil comme celui-là, j'ai marqué WSGF dans Google, puis c'est pour template, puis c'est un des premiers résultats de recherche qui est tombé. Ça vient même avec un rapport sur quel vous devriez faire en premier, puis des informations sur comment le remplir, c'est quoi la quantité de rows vous voulez, puis toutes ces affaires-là. Écoutez, c'est pas parce que vous n'avez pas un outil top performant comme Jira, avec des fonctions intégrées de calcul, que vous n'êtes pas capable de faire une planification qui fait du gros bon sens. Puis le gros bon sens, en général, c'est ce que je trouve qui est intéressant dans WSGF. En 2 minutes, pas pire. Et notre dernier point, celui-là, je le sais qu'il va intéresser un peu plus de personnes. J'ai juste peur que ma réponse ne vous satisfera pas beaucoup, mais ça dépend. La joie de l'agilité, hein, ça dépend. Mais j'avais quand même prévu vous donner un peu plus d'informations sur ça. Si j'ouvre le Safe Requirement Model, encore une fois, pour vous le montrer, pour vous supporter là-dedans, le concept de Safe, c'est de dire on va découper en morceaux qui sont gérables et ensuite, comment est-ce que l'organisation décide de garder une trace de tout ça, ça lui revient. Il y a des organisations, comme je vous montrais tout à l'heure, qui, au lieu de livrer en 3 heures, veulent livrer en 3 jours. Bien, souvent, c'est le même genre d'organisation-là. Ils vont dire pas de documentation. Toutes les traces sont dans le code. Les liens vers les features sont dans la livraison des pushs en production, dans Git, n'importe quel autre outil qu'on utilise pour faire nos merges ou whatever. Il y a des manières de faire à peu près 0 documentation pour garder des traces. Tandis que tu as d'autres organisations qui vont dire « Ah, bien, on va se faire un wiki avec une base commune de connaissances ou un gros fichier Excel qui va lister toutes les features et chacun des critères d'acceptance qu'on a besoin, parce que c'est aussi ça un peu qui nous sert à faire des tests utilisateurs. J'en connais pas, mais je suis certain qu'il y a des solutions vendues par des clients spécialisés qui vont être capables de vous faire le lien entre des différents features que vous avez identifiés et une liste de requirements que vous devez maintenir à jour et comment est-ce que vous êtes capable de la faire évoluer dans le temps. Personnellement, je n'en connais pas. S'il y en a qui en connaissent, lisez dans le chat pour le bénéfice des autres. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas Safe qui va vous dire comment est-ce que vous devez gérer votre documentation, mais plus votre besoin d'organisation. Quand c'est très, très, très petit et simple, vous pouvez peut-être y aller simplement avec, on va tout documenter dans Jira, puis si on a un problème, on va retourner voir qu'est-ce qu'on avait écrit dans le billet Jira, puis ça va être correct. Si vous êtes une organisation qui a beaucoup plus de complexité, vous avez peut-être besoin d'avoir une structure qui est plus comme un Confluence, qui vient très souvent avec Jira, bizarrement, qui est un wiki où que tous les collaborateurs peuvent travailler ensemble pour faire évoluer la documentation. Je ne recommande pas nécessairement d'utiliser Word pour gérer tout ça. On sait tous, quand on a commencé à travailler dans des outils de collaboration avec Teams ou autres, ça devient un peu plus pratique d'utiliser des outils qui nous permettent d'updater à plusieurs en temps réel la documentation. Donc ça, je recommanderais probablement plus un wiki ou un outil spécialisé. Mais encore là, ça dépend de votre organisation. Ce qui est plus important, par contre, de prendre en considération, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ces définitions-là, puis comment est-ce qu'on va les tracker.
Puis, quand on parle d'une feature, là, je vais redescendre sur l'exemple de la... Je vais retrouver l'exemple de la feature qu'il nous donnait tout à l'heure. Quand je reviens sur la définition de ma feature, ce qui est important, c'est d'avoir un texte qui parle. Fait updater le système n'est probablement pas une définition acceptable pour une feature. Il faut être un petit peu plus précis, il faut être capable de savoir quand on va exactement savoir de quoi que tout le monde parle. Donc, on va y aller avec une notion probablement plus passer à la version 6.2 du logiciel d'exploitation de tel serveur. On veut être précis, on veut être clair, tout le monde va comprendre ce que ça veut dire. Et après ça, l'acceptance criteria va être le serveur est en fonction, je suis capable d'y accéder, la fonctionnalité qui était disponible avec la nouvelle release est accessible, je suis capable de, vous êtes capable d'imaginer la suite, mais ces acceptance criteria-là, c'est très intéressant parce que c'est essentiellement ce qui nous permet de valider que tout est répondu selon les attentes. Et c'est la manière que l'équipe parle au PO dans un sens en disant, écoute, nous, on s'arrange pour que tout ça fonctionne. Si dans ta tête, il y a d'autres choses que ce n'est pas répondu par ça, il faut que tu nous le dises parce que sinon, on ne sera pas capable de te le vendre parce que ce n'est pas ça qu'on a compris de ce que tu nous as décrit. Donc, c'est l'échange entre le PO. Puis, c'est là que je trouve que le rôle de Scrum Master est assez intéressant parce que c'est lui qui facilite ces échanges-là. C'est lui qui fait le rôle de traducteur entre ce que le PO a dans sa tête et ce que les équipes, après ça, vont voir sur le terrain. Après ça, même chose pour quand on va briser nos capacités en outils. Au niveau des user stories, la plus grande chose que je peux peut-être vous dire, c'est juste de garder en tête d'utiliser le langage utilisateur. Mais les user stories, vous n'avez peut-être pas besoin de les garder en documentation. Mais je pense que comment documenter dans Safe pourrait être une présentation d'1 heure si ce n'est pas un cours au grand complet. Et ça mettrait fin à notre petit exercice qu'on avait aujourd'hui sur la conférence. Pour faire un petit PI de fin de conférence, je veux juste compléter en 3 secondes. Essentiellement, ce que ça veut dire, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est que votre carrière, c'est un buffet à ciel ouvert. Vous avez amplement de choix pour décider les axes que vous voulez. Actuellement, vous êtes un analyste d'affaires et vous voulez décider d'être plus spécialiste dans quelque chose, plus généraliste, vous voulez devenir plus affaires, plus techno, plus décideur, plus exécutant. C'est probablement un bon moment de vous poser la question, est-ce que je suis prêt à faire ces changements-là et vers où je veux m'en aller selon mes intérêts? Donc, ta carrière, c'est essentiellement plein de petits ajustements que tu peux faire un petit peu partout. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Delvin Fletcher, qui est le président de l'IBA, le nouveau président depuis 2 ans, explique qu'il y a plusieurs manières d'apprendre. J'en parle davantage dans ma présentation. Je vous invite, dans mes autres présentations, je vous invite à aller voir. Mais essentiellement, au lieu de juste avoir une expertise que vous traînez jusqu'à la fin de votre carrière, pourquoi pas vous renouveler? Soyez débutant, soyez quelqu'un qui est capable de l'utiliser, devenez un expert et devenez ou non quelqu'un qui veut partager la connaissance à votre communauté selon ce qui vous intéresse dans différentes sphères. Bien là, c'est aussi vrai dans l'agilité à l'échelle. Je termine là-dessus. Pour la plupart des analystes d'affaires actuellement, je pense que de voir l'agilité à l'échelle qui s'installe dans vos organisations, c'est un petit peu perturbant, ça peut faire peur à plusieurs personnes parce que vous ne voyez pas exactement le titre analyste d'affaires là-dedans. Mais pour ça, je pense que je vais vous citer mon beau-père qui dit il faut savoir tourner les menaces en opportunités. Ça, je pense que c'est très important. Puis c'est ce que les analystes d'affaires ont fait tellement bien. On est bon pour identifier ces problèmes-là et être capable de bonifier ou de livrer de la valeur à un endroit qui aurait été généralement problématique. Fait que profitez de l'opportunité d'un mouvement de votre organisation vers l'agilité à l'échelle ou d'un changement que vous voulez faire vers l'agilité à l'échelle pour vous poser la question sur comment est-ce que vous voulez que votre carrière évolue parce que les organisations ont besoin de vos compétences d'analyse d'affaires, même dans l'agilité à l'échelle. Bien, merci infiniment, Jérémy. Merci vraiment beaucoup. Ta conférence était extrêmement riche en contenu. Et puis,
convaincu que beaucoup de monde, y compris moi-même, en ont appris beaucoup là-dessus.